système qu'on appelle, ce mode de protection qu'on appelle le placement sous sauvegarde de justice, eh bien, ici, la loi dit que les actes passés par une personne placée sous sauvegarde de justice sont valablement accomplis, mais sauf qu'ils peuvent être révisés ou rescindés, hein? Donc ils peuvent être remis en cause. C'est bon? Alors, entre nous, si je vous parlais de cette situation du placement sous sauvegarde de justice, regardez. En matière commerciale, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Voilà un commerçant qui est allé acheter, par exemple, des biens chez un autre commerçant pour les revendre. Il achète des biens chez un autre commerçant dans l'optique de les revendre. Et entre-temps, son fournisseur-là, fait des crises de folie. Et puis ses enfants viennent voir le client, l'autre commerçant qui est allé acheter chez son fournisseur pour revendre. Et ils lui disent, ah, monsieur, c'est vous qui êtes venu acheter hier des produits chez papa. Ah, mais papa s'est affolé, hein. Il vous les a vendus à combien? À 500. Mais d'habitude, il vous les vend à 2000, non? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Ah non, moi je croyais qu'il avait cassé les prix, hein. Ah non, remettez ce que vous avez acheté, on vous remet votre argent. En matière commerciale, ça, c'est vraiment, c'est pas faisable, quoi. Ça remet en cause toute l'activité, le fondement même du commerce. Dans le commerce, tout se fait rapidement. Tu peux acheter, par exemple, des produits et au sortir du magasin de ton fournisseur, déjà, tu as trouvé des clients et tu as tout vendu. Le commerce, c'est la rapidité. Hein, c'est pourquoi, souvent, vous avez tendance à le dire, mais vous ne savez pas que ce principe-là, justement, vient du commerce. Time is money. Ah, time is money. Dépêche-toi. Moi, je ne vais pas perdre du temps. Et c'est un principe du commerce. En matière commerciale, le temps, c'est de l'argent. Celui qui perd le temps, eh bien, il ne peut pas naturellement réussir en commerce. Et donc, cette situation de ce commerçant-là, qui est allé acheter des biens dans le but de les revendre, et soit tombe malade, et on remet en cause les actes effectivement qu'il a accomplis, les actes de commerce qu'il a accomplis, vous ne trouvez pas que ça dérange? Ça dérange, non? Alors, justement, ça montre à suffisance que quelqu'un qui est placé sous sauvegarde de justice ne peut pas être commerçant. Parce que si il accomplit un acte, que cet acte peut être remis en cause par la suite, cet acte peut être rescindé, cet acte peut être révisé. Oh, ça dérange le fonctionnement même de l'activité commerciale. Donc, déjà, ça montre que un majeur incapable ne peut pas faire du commerce. Hein? 2, toujours en ce qui concerne les modes de protection des majeurs incapables, nous prenons la tutelle. La tutelle, c'est effectivement ce mode de protection, ce statut que le juge des tutelles peut accorder à un majeur incapable. Hein? Le majeur peut être dément, donc fou. Le majeur peut souffrir de la prodigalité, perte de mémoire, tout ça. Hein? Comme je l'ai dit tantôt, il peut être paralysé et ne plus avoir un seul sens en mouvement. Donc c'est un majeur incapable. Et cette incapacité-là, naturellement, va le placer sous tutelle. Le juge va placer justement cet incapable-là sous tutelle. La tutelle, c'est, si vous voulez, un mode de protection qui consiste à représenter, j'allais dire, et la personne de l'incapable et ses biens. Est-ce que vous voyez? Donc, le juge nomme un tuteur qui va représenter, n'est-ce pas, le malade, placé effectivement sous tutelle. Est-ce que vous voyez? La tutelle des majeurs est la même que celle des mineurs. Vous savez qu'un enfant dont les parents sont morts peut être placé sous tutelle. Et à ce moment-là, c'est le tuteur qui représente effectivement
et la personne du mineur et ses biens. Est-ce que vous voyez? Ici, la tutelle des majeurs incapables, c'est la même chose. Un tuteur est désigné par le juge et ce tuteur-là, c'est lui qui représente l'incapable. Bon, imaginez un peu en matière commerciale. Nous avons vu que le commerçant doit agir en son nom pour son compte. Mais si le commerçant ici est représenté par quelqu'un d'autre, il ne peut pas exprimer son point de vue. C'est quelqu'un d'autre qui décide à sa place. Est-ce que c'est commode? Quelqu'un est commerçant. Il est placé sous tutelle. Il vous vend quelque chose. Nous savons que celui qui est placé sous tutelle ne peut agir en son nom lui-même. Il est représenté par le tuteur. Et donc, celui qui traite avec une personne qui est placée sous tutelle, eh bien, perd son droit. Il n'a pas raison. Il perd son droit. Surtout s'il savait que la personne avec qui il contracte est placée sous tutelle. Eh bien, le tuteur va remettre en cause l'acte accompli par sa pupille. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'en matière commerciale, c'est concevable? Que vous passez un acte de commerce, vous achetez par exemple un bien, et puis 2 heures après, le tuteur, quelqu'un d'autre vient, le tuteur vient, ah monsieur, c'est vous qui êtes venu acheter le mouton chez moi là-bas. Oh oui, mais c'est l'autre qui m'a vendu, remettez le mouton. Vous voyez un peu, en matière commerciale, ça ne se fait pas, mais il peut arriver que le mouton que vous avez acheté, vous l'avez déjà revendu. Et donc, on vous demande de remettre le mouton. Le mouton a été vendu. Le mouton est tué, dépiécé, vendu. Comment on va faire? Ça dérange en matière commerciale, vous voyez? Voilà, donc ça aussi, ça nous montre que, eh bien, un majeur incapable qui est placé sous tutelle ne peut pas faire du commerce. Ce n'est pas possible. Enfin, le troisième mode de protection des majeurs incapables, c'est la curatelle. Mais la curatelle, c'est quoi? On nous dit la curatelle, c'est un mode d'assistance qui consiste effectivement à assister la personne qui est placée sous curatelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est placé sous curatelle est assisté par une autre personne qui peut être désignée par le juge ou peut-être par le conseil de famille, mais généralement c'est le juge qui désigne le curateur ou la curatrice. Ça peut être un proche parent comme ça peut être un ami, voyez-vous. Et le curateur, j'allais dire, le curateur assiste justement la personne placée sous curatelle. La personne placée sous curatelle a la possibilité, et le droit le reconnaît, en tout cas d'accomplir les actes simples. Hein? Les actes simples. La personne placée sous curatelle peut les accomplir seule, sans l'assistance du curateur. Mais les actes graves, non. Il ne saurait les faire sans l'assistance du curateur. Qu'appelle-t-on des actes simples? Les actes simples, c'est les actes que vous connaissez. Hein? Aller au marché, aller faire effectivement son marché, aller payer ses factures de courant, aller inscrire ses enfants, aller, hein? Faire l'amour. C'est des actes simples. Vous comprenez? Mais à côté, ça, la personne qui est placée sous curatelle peut les accomplir seule, sans embâche. Hein? Alors, parce que le curateur ne peut pas se substituer au concerné pour aller enceinter la femme de la personne qui est placée sous curatelle. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit que les actes simples, il les a accomplis lui-même. Ça, la loi le lui reconnaît. Mais par contre, pour ce qui est des actes graves, qu'appelle-t-on actes graves? Les actes graves, ce sont les actes de disposition. Lorsque vous vendez votre bien, c'est un acte de disposition. Lorsque vous échangez votre bien, c'est un acte de disposition. Lorsque vous faites des donations, c'est effectivement des actes de disposition. Or, dans les actes de disposition, il y a transfert effectivement de propriété d'une personne à une autre. Et comme il y a transfert de propriété,
eh bien, c'est des actes graves, on les appelle comme ça. Ah, pour les actes graves, tels que vendre son bien, échanger son bien, donner son bien, alors là, il faut l'assistance du curateur. Hein? Le majeur incapable ne peut placer sous curatelle, ne peut pas, par lui seul ou oui, ne peut pas par lui seul accomplir des actes de disposition. Non, il doit être assisté par son curateur. Faute de quoi, l'acte est nul, de nullité absolue. Hein? L'acte est nul, de nullité absolue. C'est bon? Alors, voyons un peu toujours en ce qui concerne la capacité, voyons la situation de la femme mariée. Bien sûr. La femme mariée, vous savez, la femme a connu effectivement une situation assez difficile parce que l'homme, à cause de ses muscles et de son caractère perturbé, a considéré la femme comme une chose, comme son esclave, comme, vous comprenez, hein, comme un objet de jouissance qu'il gérait à sa guise, suivant ses caprices. Voyez-vous? Et donc, dans la législation ancienne, y compris au Congo, la législation congolaise, qui s'inspire effectivement de la législation française, qui s'inspire de la législation sans réfléchir, sans discernement, eh bien, tolérait qu'une femme, surtout quand elle est mariée, ne peut pas mener une activité commerciale. La femme était faite pour rester à la maison, hein, accomplir les activités ménagères, faire les enfants, être un objet de plaisir, quoi, hein, pour l'homme. Donc, la femme ne pouvait pas mener une activité commerciale. La loi interdisait cela. Il faut l'autorisation de son mari. Même pour ouvrir un petit compte en banque, il faut l'autorisation de son mari. Pour aller travailler, il faut l'autorisation de son mari. Et c'est donc l'homme qui ramenait tout à la maison, quoi, à manger et tout et tout. Et comme c'est lui qui emmenait à manger à la maison, eh bien, il s'adjugeait la suprématie, quoi. Je suis supérieur, je te dame des coups de poing. Même quand c'est la femme qui veut l'écraser pour lui damer des bons coups de poing, quand il va à la justice, même au sein de la famille, on dit « Oh, tu n'as pas le droit de taper ton mari. Tu n'as pas. » Oh, mais attendez, lui il vient me blaguer, hein? Et vous voulez que je le regarde me blaguer comme ça? Il y a des femmes qui tabassaient leur mari, hein? Moi, ma voisine tapait son mari, hein? Ah, ma voisine tapait son mari. Mais le mari venait nous raconter, ah, moi que je tiens ma femme, moi je l'écrase. Hein? Une fois, moi-même à minuit, pendant que ça criait là-bas, les enfants criaient, ah, papa André, papa Coucou, fais séparer les parents, se battent. On partage le même mur. Donc on a dû vite courir au portail, ouvrir et aller chez eux. Ils avaient déjà ouvert le portail. Et quand on arrive, l'homme est en train de crier là, je vais te tuer, je veux le tuer. Mais on l'avait mis, il était en bas. Hein? On l'a mis en bas, la femme est au-dessus et la femme a appuyé son cou. Non, on le tapait toujours. Il ne gagnait jamais. Oh, tu as déjà vu? Lui, il est court, madame est costaude. Hein? Oh, madame le pliait comme un poulet. Il le pliait. Je ne vous mens pas. Alors, ça, c'était interdit. C'est-à-dire que la femme ne devait pas avoir une suprématie sur l'homme. Hein, voilà pourquoi, hein, quand je suis un peu le combat des femmes, la parité, mais ça vient de loin. Hein, c'est vous qui ne luttez pas. Vous continuez à cautionner ça. Hein? Le mari vous tend comme une fourmi dans sa pomme. Hein? Mais attention, il faut avoir un discernement. Vous aussi, vous devez avoir votre mot à dire. Attention.
Mais attends, vous ne militez pas, vous n'êtes pas dans les ONG qui militent contre ces choses-là. Attention, ça ne veut pas dire manquer de respect à vos hommes. Hein. C'est pas ça. Il faut faire un distinguo entre... Oui, attention. Parce qu'il y a des... Oui, il y a des filles comme ça, là. Hein. Souvent, quand tu dis, oh, mais il faut retrouver ton mari. Ah non. On a l'égalité, non? L'égalité de l'homme et la femme. Je n'ai pas à le respecter. Oh, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas confondre les choses. Non, il s'agit de reconnaître la liberté à la femme d'entreprendre tout ce qu'un homme peut entreprendre. Oui, il faut militer. Entre-temps, on a permis aux hommes, la législation congolaise a permis aux hommes, le code de la famille a permis aux hommes congolais de prendre 4 épouses. Hein? La polygamie, ils peuvent être polygames, ils peuvent marier plusieurs épouses. Et en bon salaud, comme tous, il n'y avait pas de femmes là-bas, il n'y avait que des hommes. Tous avaient déjà des maîtresses, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ils ont pris tranquillement leur loi. Hein? Ah non, nous optons pour la polygamie à l'unanimité. Hein? Et nous fixons la polygamie à 4 épouses. Ah non, mettons 8. Ah non, 8 c'est trop, c'est fatigant. 4. Et ils ont arrêté le nombre 4. Donc, dames, ne soyez pas surpris, n'est-ce pas, d'être à 4 dans le ménage. Acceptez-le. Parce que vous ne voulez pas lutter. Acceptez. Acceptez. Et puis, vous pouvez dormir sur le même lit à 4. Donc, à 5 avec votre époux. Ça fait plaisir. Pourquoi pas? On fait un grand lit, peut-être de 8 mètres, et chacun... Et l'homme prend le temps de se la jouer comme un ballon. C'est vous qui autorisez ça. Hein? Il faut lutter contre ce genre de comportement-là, hein, mesdames. Hein? Il faut lutter. La femme doit faire la même profession, les mêmes professions que l'homme. Il n'y a pas de métier pour les hommes, il n'y a pas de métier pour les femmes. Et donc, à plus forte raison, on ne peut pas dire que la femme ne peut pas faire du commerce, que c'est l'apanage des seuls hommes. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a que les hommes qui doivent s'enrichir. Ah non. Et donc, finalement, en tout cas dans le passé, on a traité la femme comme cela. Ce n'était pas possible que la femme puisse exercer le commerce. Elle était considérée comme un être incapable. Vous savez qu'on a même refusé à la femme de voter, le droit de vote. La femme ne pouvait pas voter lors des élections, elle ne peut pas voter. Vous comprenez? Vous voyez un peu jusqu'où on a réduit effectivement, j'allais dire la situation de la femme. Mais Dieu merci, les Européennes les Américaines ont commencé à lutter contre ce genre d'inégalité-là. Et effectivement, avec raison, elles ont pu se faire entendre par le législateur qui a décidé désormais que la femme est capable, c'est-à-dire une fois qu'elle a l'âge majeur, elle est capable, elle peut accomplir les mêmes activités que les hommes. Est-ce que vous voyez? Elle doit être traitée d'égal à égal avec l'homme. Et donc, en droit, eh bien, il y a 3 options, en fait, qui ont été prises pour régler cette situation de la femme-là. Désormais, la femme peut être collaboratrice de son époux. C'est-à-dire, elle peut travailler avec son époux dans le commerce, hein, aider son mari, collaborer avec son mari pour fructifier, effectivement, faire fonctionner leur entreprise. 1. Deuxièmement, la deuxième situation, c'est la situation de la femme, oui, la femme salariée. La femme peut travailler dans une entreprise, que ce soit l'entreprise de son époux ou l'entreprise de quelqu'un d'autre. Elle peut être salariée. À plus forte raison, si elle travaille avec son époux, n'est-ce pas? Eh bien, elle doit effectivement non seulement avoir une fonction bien précise et, j'allais dire, régulière, et ensuite percevoir son salaire, hein, comme le veut la législation. C'est bon? Ensuite vient la situation le statut de la femme associée. La femme peut s'associer avec son époux pour créer une société. Tout comme les deux peuvent s'associer avec d'autres actionnaires pour créer une société. OK? Donc, la situation, le problème de la femme a été réglé. Hein? Le problème de la capacité de la femme a été reconnu. La femme est capable, pourvu qu'elle ait, comme les hommes, l'âge de 18 ans, qu'elle soit majeure. Hein? Et qu'elle soit saine
d'esprit, de corps et d'esprit. C'est bon? Alors, la capacité juridique, oui. Alors, une fois qu'on a parlé effectivement de la capacité, j'allais dire, qui est l'une des conditions exigées pour être commerçant, nous allons voir hmm, hmm, voilà. Oui, en B, nous avons les règles d'incompatibilité, de prohibition et de contrôle, y compris les règles de nationalité. Oui, bon, bien sûr, les incompatibilités. Bon, nous venons de voir que pour être commerçant, il faut être majeur, il faut jouer de la capacité juridique. Voyez-vous, si on ne jouit pas de la capacité juridique, on ne peut pas être commerçant. Mais en dehors des règles de la capacité, eh bien, le législateur a également prévu des règles d'incompatibilité. Ça veut dire quoi? Le législateur, pour protéger effectivement les fonctionnaires ou pour protéger la fonction publique, le législateur a interdit, par exemple, aux fonctionnaires de ne pas faire du commerce. Effectivement, il est interdit aux fonctionnaires, même à ceux qui mènent des professions libérales, telles que les avocats, les notaires, les magistrats, tout ce monde-là, les huissiers de justice, les experts comptables, il leur est fait interdiction de faire du commerce parce qu'il y a incompatibilité. Hein? Il y a incompatibilité. Ça veut dire que le législateur ne leur permet pas, la loi ne leur permet pas de faire du commerce parce que, d'abord, les médecins s'accommodent mal à l'activité commerciale. Les avocats, les magistrats, ce n'est pas des métiers où il faille effectivement rechercher à spéculer pour gagner de l'argent. Non. Hmm? Les militaires ne doivent pas faire du commerce. Donc, ils ne doivent pas s'enrichir. Et eux, pour ressembler à leurs colonels et leurs généraux qui sont des milliardaires, mais c'est des milliardaires compradors, ils font quoi? Ils vont piller les maisons des citoyens. Ils vont accomplir des choses interdites, aller tuer les éléphants et les buffles avec les PMK. C'est interdit. Aller décimer les chimpanzés dans la forêt là-bas pour devenir riches. C'est interdit. Hein? Aller tuer les pangolins, tout ça, c'est interdit. Vous comprenez? Donc le législateur avait vu loin. Il n'a pas voulu que les fonctionnaires, effectivement, s'adonnent au commerce pour abandonner leur service à l'État. Donc, il est fait prohibition, il est fait interdiction à ces gens-là de faire du commerce. Un fonctionnaire ne peut pas être commerçant. Il y a une incompatibilité. Si quelqu'un est fonctionnaire et il cherche à obtenir la carte de commerçant, eh bien, il sera considéré comme commerçant. S'il revendique son statut de fonctionnaire, on le lui refusera. Est-ce que vous voyez? Parce que, effectivement, s'il a obtenu le statut de commerçant, immatriculé au registre de commerce et des sociétés, c'est la preuve intangible que c'est un commerçant, il n'est pas fonctionnaire. Hein? C'est interdit aux fonctionnaires de faire du commerce. Et d'ailleurs, mais c'est ça même qui explique la pauvreté du Congo en affaires. Parce que déjà, au sortir des indépendances, nous, on était déjà marxistes-léninistes, même si on ne comprenait rien au marxisme-léninisme. Et du coup, on a interdit, puisque la majorité des travailleurs étaient des fonctionnaires, ils travaillaient à l'État. On n'était pas nombreux. Est-ce que vous voyez? On était 500 000 personnes. Après, on est passé à 1 million.
Aujourd'hui, nous sommes, soi-disant, 4 à 5 millions. Hein? 4 à 5 millions. Mais dans les 4 à 5 millions, il y a beaucoup d'étrangers qui se sont fait congolais. Il y a beaucoup de Centrafricains dedans, il y a beaucoup de Zaïrois dedans, il y a beaucoup de Tchadiens dedans, il y a beaucoup de Rwandais aussi dedans. Depuis un certain temps, il y a beaucoup de Rwandais aussi. Parce que nous, à Tchambicho, là-bas, on a mis des Rwandais là-bas. Hein? Il y a beaucoup de Rwandais, hein? Ils sont devenus Congolais. Pas régulièrement, non. Ceux qui veulent être régulièrement des Congolais, ils demandent la nationalité depuis les pauvres, là. On ne leur accorde pas. Mais ceux qui sont passés par des voies détournées sont devenus Congolais. Hein? Toi, tu es rwandaise. Tu es rwandaise. Toi, tu es comme une rwandaise. Tu as le corps des Rwandais, et le visage aussi. Je ne vous mens pas. Les Rwandais sont comme toi, hein? Hein? Potelés, hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Les Rwandais sont méchants comme les Congolais. Hein? Ils ont tué leurs frères gratuitement, vraiment comme les Congolais. Les Congolais et les Rwandais ont les mêmes attitudes, quoi. Hein? Les mêmes attitudes criminelles. C'est pas bon, hein? Congolais, ici, mais en RDC, il n'y a pas eu de guerre civile là-bas. Hein? Kabila prend le pouvoir sans verser le sang des Aïrois. Hein? Mais c'est chez nous ici, où pour reconquérir le pouvoir, on a tué des milliers et des milliers. Moi, tous les parents de ma famille ont été bombardés. C'est ça le Congo. Hein? Ma grand-mère, mes oncles, mes cousins. Parce que lorsque, effectivement, les militaires envahissent Bakongo, ils habitaient à Bakongo, eh bien, eux, ils ont fui, effectivement, du côté du Djoué. Hein? Mais c'était sans compter, malheureusement, que c'est là-bas qu'on va les bombarder. Les Ntumi, là, les Ntumi n'étaient pas des opposants à Sassou. Ils étaient sous commandement de Sassou. Hein? Vous comprenez? C'est pour ça que Ntumi, aujourd'hui, est amnistié, alors que les Mokoko sont arrêtés. Vous comprenez? Ceux qui ont tué des gens sont libres, et ceux qui n'ont pas tué, mais qui ont eu l'intention de faire un coup d'État, ils sont en prison pour 20 ans. Comme si on peut condamner l'intention sans le commencement de... Vous voyez, c'est contraire à la loi. La loi pénale dit qu'on ne peut sanctionner effectivement un acte que lorsque... Il faut l'intention, d'accord, mais il faut le passage à l'acte ou un commencement de passage à l'acte. Si l'intention reste dans sa phase d'intention, non, non, non. Mais tout le monde commet des crimes ici intentionnellement. C'est-à-dire, il arrive des fois où vous pensez, ah, je vais violer. Mais vous n'avez touché personne, vous n'avez pas violé, vous n'avez commis aucun crime. On ne peut pas vous arrêter et vous juger. Vous comprenez? Tout le monde ici, les filles pensent à violer les garçons pensent à violer. C'est normal, en tant qu'humain, hein, c'est normal que l'esprit se perde. C'est oui. Mais tant que vous n'avez pas exécuté cette pensée-là, eh bien, il n'y a pas de problème, ce n'est pas aussi un péché. Hein? Lorsqu'on veut, par exemple, ôter la vie à son... Elle le pense que je vais tuer mon copain là, il m'emmerde. Mais tant qu'elle ne le fait pas, on ne peut pas le lui reprocher. Hein? C'est l'esprit qui se balade, qui s'affole. Vous comprenez? Et donc voilà, moi je disais que c'est pas commode. Les Congolais ont les mêmes aptitudes criminelles que les Rwandais. Attention. Vous êtes des intellectuels, soyez des baïonnettes d'intelligence. Ne vous versez pas à ce qu'on vient vous dire d'insanité. Vous comprenez? Aimez les autres comme vous vous aimez vous-même, je vous assure. Ah oui, amen, c'est le cas de le dire. Aimez votre prochain comme vous vous aimez. Le reste, ce que les hommes politiques viennent vous rabâcher là, c'est des méchancetés pour que vous alliez les voter. Mais on peut aller les voter sans pour autant qu'ils n'injurient qui que ce soit, sans pour autant qu'ils ne tuent qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? À l'instar un peu des Européens, ils n'ont pas besoin de s'entretuer pour prendre le pouvoir. Mais pourquoi nous, on est différents? Pourquoi nous, on est noirs? Hein? Pourquoi nous, on est faux? Pourquoi?
Attention. Donc, soyez des baronnesses intelligentes, discernez, ne faites pas les choses comme des moutons de panurge. On vient, on vous donne un petit 1000 francs, allez tuer M. Nkoukou. Aveuglement, vous aussi, M. Nkoukou, allez tuer-le. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Donc, vous le tuez pour la science qu'il vous transmet. Oh. C'est après seulement avoir tué que vous commencez à regretter, oh, mais le pauvre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Au juste. Hey, Tati, dis-moi, pourquoi on a tué M. Nkoukou? Ah, moi, je ne sais pas. Mais c'est un tel qui avait dit d'aller le tuer. Ah! Et nous aussi, on a fait, oh oui. Mais que sommes-nous des animaux? Ah, vous voyez, super. OK. Alors, c'était pour dire effectivement que il y a des prohibitions qui sont faites par le législateur, n'est-ce pas, qui effectivement prohibent les fonctionnaires de devenir des commerçants, de mener des activités commerciales. C'est interdit. Hein? Ils ne peuvent pas, pour des raisons d'incompatibilité, ils ne peuvent pas faire du commerce. N'est-ce pas? Bien sûr. Quel est l'autre à qui la loi, justement, frappe d'incompatibilité? Hein? Les fonctionnaires ne peuvent pas faire du commerce. Ceux qui font les professions libérales ne peuvent pas aussi faire du commerce. C'est le cas des avocats, des médecins, des huissiers, des notaires, tout ce monde, les experts comptables. Hein? Il leur est fait effectivement interdiction de faire du commerce, de pratiquer du commerce. Ils ne peuvent pas exercer le commerce. Alors, en dehors donc des incompatibilités, eh bien, il y a également des prohibitions, donc des interdictions. Effectivement, faire du commerce ne peut pas se faire n'importe comment, n'importe où et pas n'importe qui. Parce qu'il y a des prohibitions relatives aux règles d'hygiène, de santé, d'environnement. Voyez-vous, il y a aussi des règles relatives au, j'allais dire, relatives au, comment vous appelez ça, au monopole d'État. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, naturellement, on ne peut pas vendre n'importe quoi pour des raisons de santé, hein, d'hygiène, de santé, de police. Il est interdit, par exemple, de vendre des stupéfiants, non? Hein? Hein, c'est interdit, non? Quelqu'un, soit-il commerçant, ne peut pas commercialiser les stupéfiants. C'est pas possible, c'est interdit. De la même manière, pour des raisons, par exemple, toujours de santé, vous savez que à l'époque, aux États-Unis, il était interdit de vendre le whisky, l'alcool, le whisky. Parce qu'il y a des gens qui faisaient ce trafic-là, qui partaient fournir le whisky aux Indiens. Hein? Mais c'était de l'alcool frelaté, hein? C'était pas le bon alcool, le bon whisky, non, c'était frelaté. Mais des gens comme Al Capone se sont fait des milliards justement grâce au trafic du whisky, vous le savez. Hein? On parle de Al Capone. Hein? Vous avez entendu parler de Al Capone, non? Au cinéma surtout. Hein? Justement, c'est des trafiquants d'alcool, de whisky. C'était interdit. Mais chez nous ici, effectivement, il y a aussi certains types d'alcool qui sont prohibés, non? Qui sont interdits. Par exemple, le kelewele, c'est interdit. Les gens boivent ça par cafouillage seulement. Hein? Et ce qui fait que souvent, quand la police vient les surprendre, eh bien, on les arrête. Donc, c'est interdit. Hein, des choses comme ça, des denrées, des produits comme ça, là, c'est interdit. Ce commerce-là est interdit. Donc, il y a des prohibitions où la loi prévoit des interdictions des commerces qui sont interdits. Les prohibitions. Les contrôles, oui. Bon, oui, je reviens un peu aux prohibitions. Vous savez qu'au Congo, la loi interdit justement qu'un Congolais puisse produire du pétrole, vous le savez. C'est le monopole d'État. Seul l'État peut produire du pétrole, hein, exploiter, produire du pétrole. Mais un individu ne peut pas, c'est interdit. C'est maintenant c'est un monopole réservé à l'État. Hein? Un individu ne peut pas exploiter des minerais
qui seront même sûrs, qui trouveraient sur son terrain, sur sa parcelle. Si vous trouvez de l'or sur votre parcelle, vous devez aller dire à l'État que dans ma parcelle, il y a du diamant. L'État va vous donner quelque chose et puis l'État va exploiter ce diamant-là ou cet or-là. Bon, mais si vous êtes malin, vous pouvez vous transformer en souris, en rat palmiste, vous-même partez, vous exploitez ça en cachette. Mais si l'État vous attrape, eh bien, vous seriez en infraction. Parce que seul l'État peut exploiter les minéraux, effectivement, du Congo. Bon, malheureusement, l'État donne des autorisations aux Chinois qui viennent saccager, effectivement, nos matières premières à la barbe du Congolais, à la barbe de tout le monde. On vient couper les bois comme bon leur semble. Ils viennent dynamiter les poissons comme bon leur semble. C'est quand même le laisser aller. Hein? C'est le laisser aller. Hein? Bon, ok, on continue. Alors, je disais que oui, de la même manière, en matière commerciale, la loi peut également exercer des contrôles sur la profession commerciale. Effectivement, pour exercer l'activité commerciale, c'est vrai qu'il y a une certaine limite, il y a une certaine liberté, mais cette liberté-là est quand même, j'allais dire, raccourcie par des limites, des contrôles. Il y a des activités, effectivement, qui sont contrôlées par l'État. Des activités commerciales qui, pour les mener, il faut un agrément, par exemple, de l'État. Il faut un diplôme, effectivement, spécialisé pour les mener. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ouvrir une boutique de lunettes si vous n'avez pas un diplôme en sciences ophtalmologiques. Vous ne pouvez pas ouvrir, si vous voulez, une pharmacie, si vous n'êtes pas pharmacien, vous n'avez pas un diplôme de pharmacien. Bien sûr, ici au Congo, la majorité des pharmaciens ne sont pas pharmaciens. C'est des petits agents de laboratoire qui sont allés faire des études avec le BPC en Union soviétique et qui sont revenus, qui ont profité de la confusion qu'il y a en langue russe, n'est-ce pas? En langue russe, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un infirmier. Tous les deux, on les appelle docteur. Le médecin, c'est docteur. L'infirmier, c'est docteur. Donc, ces gens à qui le Congo avait donné des bourses avec le niveau BMG, ils sont allés en Union soviétique. Ils sont revenus 4 ans après ou 5 ans après, ils se disent pharmaciens. Alors que pour faire des études de pharmacie, c'est comme des études de médecine, c'est 7 ans après le bac. Eux, ils sont allés faire 5 ans après le BPC. Donc, seconde, première, terminale, première année, deuxième année à l'université, regardez, 5 ans, ils reviennent je suis docteur. Non, tu n'es pas docteur, tu es infirmier. Tu es infirmier breveté, tu n'es pas docteur. Et donc, pour avoir menti comme c'est eux-mêmes qui homologuaient leur diplôme de docteur, ils se sont fait pharmaciens. Alors que ce ne sont que des préparateurs en pharmacie. La plupart, les vrais docteurs en pharmacie sont comptables, ils ne sont pas plus de 5 ici au Congo. Ils ne sont pas plus de 5, les vrais pharmaciens qui ont le diplôme de doctorat en pharmacie. Ils ne sont pas plus de 5. Vous avez FAL, pharmacie FAL. Un doctorat en pharmacie. Vous avez, comment vous l'appelez déjà? Docteur Ndiamboudi. Vous avez le docteur, j'ai oublié, celui qui fut le secrétaire général de RDPS. C'est un docteur en pharmacie. Vous avez le docteur Banzouzi, le propriétaire de la pharmacie Croix du Sud. Banzouzi, il a un doctorat en pharmacie. Ils sont comptables, pas plus de 5. En tout cas, pas plus de 5. Ceux qui ont été formés, qui ont des doctorats en pharmacie, formés en France, ou en Italie, ou enfin dans les pays sérieux. Alors, donc je disais que souvent, il faut un agrément de l'État pour exercer
certaines activités commerciales ou avoir la qualification effectivement requise. Hein? Ou encore, oui, mais avoir des installations effectivement requises telles que le veut la loi pour exercer effectivement certains domaines commerciaux. Alors, entre autres conditions d'exercice de la profession commerciale, il y a aussi la nationalité. La nationalité joue parce qu'effectivement au Congo, pour ne prendre que le cas du Congo, au Congo pour exercer l'activité commerciale, il faut avant tout être congolais, être de nationalité congolaise. Cela ne veut pas dire que les étrangers ne peuvent pas être congolais. Si les pays qui ont des liens de réciprocité avec nous, oui, les ressortissants de ces pays-là peuvent être effectivement commerçants au Congo, mais ils sont commerçants étrangers et par conséquent, il leur faut d'abord une carte de résident, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, effectivement, j'allais dire, une fois qu'ils ont la carte de résident, donc ils ont, comme on dit, des cartes de séjour de longue durée, à ce moment-là, ils peuvent entamer, j'allais dire, la procédure d'acquisition de l'attestation de commerçant pour qu'ils deviennent effectivement régulièrement des commerçants. Voyez-vous? Bon, bien sûr, hein, il y a toute une procédure, hein, pour exercer le commerce, que vous soyez congolais ou étranger, il y a une procédure. C'est au niveau du CFE que vous irez vous renseigner. Au niveau du CFE, ils vont vous donner les conditions que vous devez respecter pour devenir effectivement commerçant et exercer le commerce au Congo. Hein? Mais nous retenons que c'est avant tout les Congolais qui sont, j'allais dire, qui ont priorité pour faire du commerce au Congo. Hein? Bien sûr, ces Congolais, nous l'avons dit, doivent respecter d'autres conditions, des conditions de capacité, hein, des conditions sanitaires, être sain d'esprit, ne pas être malade et tout et tout. Hein? Voilà. Alors, bon, bien sûr, j'ai parlé également de la France en disant que en France, comme nous l'avons imité, ne peuvent être commerçants et mener l'activité commerciale que les Français d'abord. Maintenant, les étrangers, oui, à condition que, bien sûr, qu'ils aient, comment vous appelez ça, une carte de résident et ils doivent faire une demande de la carte de commerçant à la préfecture du ressort de leur siège, hein, ou leur domicile. Hein? Mais en France, même si vous devenez commerçant étranger, hein, vous ne pouvez pas mener certaines activités qui ne sont reconnues qu'aux Français, qui ne sont autorisées qu'aux Français. Vous ne pouvez pas créer une banque. Vous ne pouvez pas créer une société de transport. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est des domaines réservés aux Français ou aux Européens. Vous, les étrangers, non. Continuez à vendre votre mouchonabata à Château d'eau là-bas, vendez votre manioc, vos produits exotiques, il n'y a pas de problème dans votre maison, il n'y a pas de problème. vendez vos singes si vous le pouvez. Si ça passe à la douane, c'est bien. Vendez vos mfumbois. Si ça peut passer à la douane, il n'y a pas de problème. Alors, ceci nous conduit donc au paragraphe 2 qui concerne l'étude des actes de commerce. Bon, alors, avant de passer sur les actes de commerce, je voudrais revenir un peu sur les commerçants. Est-ce que vous avez des questions sur les commerçants? L'appareil là est malade, hein? Parce que quand je clique pour que ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend. C'est malade, hein? Pourquoi? Alors,
Les actes de commerce. Tu vois, quand je clique pour que ça monte, ça descend. Ou ça monte vite. Eh, comment ça? Moi, je clique pourtant lentement, lentement. Mais alors, les actes de commerce. Oui, je demandais s'il y a des questions sur les commerçants, des questions d'éclaircissement sur les commerçants. Non? Hein? Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, mais il ne nous reste pas aussi grand-chose. Alors, les actes de commerce. Bon, ben ici, qu'est-ce que c'est que les actes de commerce? Les actes de commerce ne sont autres que les activités, justement, commerciales. Voyez-vous? Hein? Une activité commerciale, hein, eh bien, constitue un acte de commerce. Mais bien entendu, il faut dire qu'il existe quatre formes d'actes de commerce. Hein? Il y a les actes de commerce par nature. Il y a les actes de commerce par la forme ou par leur forme. Il y a troisièmement les actes de commerce par l'accessoire ou les actes de commerce par accessoire. Et enfin, il y a les actes mixtes. Attention, on ne dit pas les actes de commerce mixtes. Non, si vous dites ça, c'est faux. Les actes mixtes, hein, c'est des actes qui, à la fois, ont un caractère commercial et un caractère civil, donc non commercial. Voilà les quatre catégories des actes de commerce. OK? Vous suivez? Vous dormez? Non, monsieur, on suit. Mais je vois que Mbou est en train de dormir là. Hein? Réveille là. Non, non, il dort pas. Pas, d'accord. OK. Alors, donc je disais que les actes de commerce ne sont autres que les activités commerciales, c'est-à-dire les actes accomplis par les commerçants. Mais sauf que ces actes de commerce-là se repartissent en quatre groupes. Voyez-vous, il y a les actes de commerce par nature, il y a les actes de commerce par leur forme, ou bien actes de commerce par la forme, il y a les actes de commerce par accessoire, et enfin les actes mixtes, actes qui sont des hein, quoi que sauver, quoi que sourire. Les actes ambivalents. OK. Sauver-souris. Hein, les chauves-souris. Les sauver-souris. Alors, les actes de commerce par nature. En fait, les actes de commerce par nature sont des actes qui sont naturellement commerciaux. C'est-à-dire que c'est des actes qui... Pardon? Voilà. C'est des actes que même un civil peut accomplir, voyez-vous, mais c'est des actes qui ont un caractère commercial naturellement. Il y a deux types d'actes, par exemple, de commerce par nature qu'on peut retenir. Il y a l'acte isolé, l'acte d'acheter pour revendre, on l'appelle l'acte isolé, hein? L'acte qui consiste à acheter pour revendre. Lorsqu'on achète un bien dans l'optique de le revendre, eh bien, on accomplit un acte de commerce par nature, donc un acte isolé, acheter pour revendre. En tout cas, celui où tout le monde est appelé à accomplir cet acte isolé-là. Il arrive des fois où vous allez par exemple au marché, vous voyez des bijoux, vous vous dites, ah, ces bijoux-là, si je me les achète, je les propose à mes copines, elles vont acheter. Vous achetez ces bracelets-là, vous en achetez peut-être 10, 15, vous achetez peut-être à 1000 francs, 1000 francs, vous revenez à l'école, vous revendez aux copines à 1500, 1500, et ça part. Et
C'est vite parti. Vous repartez encore pour acheter, vous venez vendre. Hein? Après, vous laissez tomber. Vous venez d'accomplir là un acte de commerce isolé, acheter pour revendre. Alors, la personne qui accomplit ces actes-là et qui en fait sa profession habituelle, il devient commerçant. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais à côté de l'acte isolé, eh bien, nous avons une autre catégorie d'actes de commerce par nature. Il s'agit des actes qui sont accomplis dans le cadre d'une organisation, dans le cadre d'une société. Est-ce que vous voyez? Vous prenez le cas, par exemple, des sociétés de fabrication et de distribution, telles que, par exemple, Brasco. Brasco est un industriel, non? Brasco fabrique des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées, non? Mais Brasco ensuite vend ces produits-là. Brasco, effectivement, accomplit des actes de commerce par nature, mais dans le cadre d'une société, dans le cadre d'une organisation structurée. Est-ce que vous voyez? Et donc, par rapport à ces activités qui sont en fait menées dans le cadre d'une société, d'une organisation structurée, eh bien, on peut relever plusieurs segments. On peut relever, par exemple, que ces actes-là peuvent être réalisés dans le cadre d'une banque. On appelle ça les activités financières et bancaires. Hein? Les banques, vous savez que les banques accomplissent des actes de commerce. Ils font le commerce de l'argent. Ils vendent de l'argent. Hein? Ils accordent des crédits moyennant intérêt. Est-ce que vous voyez? Hein? Ils vous accordent un crédit, mais ils mettent un intérêt dessus. Vous allez rembourser et le capital que vous avez pris et les intérêts. Est-ce que vous voyez? C'est un commerce. Ils ont des coffres-forts là-bas qui louent justement aux particuliers. Vous pouvez aller, par exemple, louer un coffre-fort là-bas pour garder vos bijoux, hein, vos bijoux de valeur, ou garder peut-être vos petits secrets. Est-ce que vous voyez? Par exemple. Mais en dehors des activités financières, hein, comme les banques, comme l'échange, hein, vous avez d'autres activités, effectivement. Hein? Les activités, oui, tu as dit? Oui? Mais parle fort. Oui, les entreprises industrielles, hein, qui sont dans la production. Hein? La production des biens, des biens et services. Les sociétés de transport, par exemple. Les sociétés de transport sont dans les services. Hein? Nous avons également le courtage. Hein? Les courtiers, ce sont des commerçants. Ils mettent effectivement en face, ils favorisent la rencontre de deux personnes. L'une qui vend, l'autre qui va acheter. Est-ce que vous voyez? Les courtiers. Donc, le courtage, c'est des activités, effectivement, j'allais dire, des actes de commerce par nature, ainsi de suite. Alors, deuxième catégorie, nous parlons des actes de commerce par leur forme ou par la forme. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit ici des actes qui, au demeurant, restent naturellement commerciaux. Est-ce que vous voyez? Peu importe qui les accomplit. Celui qui les accomplit doit savoir que cet acte-là, c'est un acte commercial par sa forme. Celui qui utilise un billet à ordre, celui qui utilise un varon, celui qui utilise une lettre de change, eh bien, accomplit effectivement un acte de commerce. Voyez-vous? Celui qui adhère à une société, la société en soi est un acte de commerce par nature. Est-ce que vous voyez? Hein, la société. C'est un acte de commerce par sa forme, j'allais dire. Par sa forme, elle est naturellement commerciale. Si vous adhérez à une société commerciale, dites-vous que vous avez effectué un acte de commerce du fait de sa forme. Hein? Hein? Vous comprenez? Voilà, la lettre et l'échange, c'est des modes de paiement qu'utilisent les commerçants pour faciliter effectivement leur
leurs échanges. Hein? La lettre de change. Ça ressemble un peu au chèque. Hein? Ça ressemble un peu. Mais c'est une lettre où est mentionné un certain nombre de mentions. Hein? Et naturellement, les parties concernées doivent effectivement signer cette lettre de change-là. Hein? Il s'agit du client, acheteur et du vendeur. Les actes de commerce par accessoire. Troisième catégorie d'actes de commerce. Bon, en fait, des actes de commerce par accessoire, ce sont des actes qui, au demeurant, sont des actes civils, mais qui vont effectivement devenir commerciaux parce que accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce. Il s'agit des actes qui, au demeurant, sont civils. Mais parce qu'ils auront été accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce, eh bien, ces actes-là deviennent commerciaux. Un commerçant qui achète un véhicule pour assurer la distribution de ses produits. Vous savez que l'achat d'un véhicule, c'est un acte civil. Hein? Acheter un véhicule, c'est un acte civil, c'est un contrat civil. Mais à partir du moment où ce véhicule a été acheté pour aider le commerçant à bien mener son activité commerciale, eh bien, cet acte d'achat devient un acte commercial. Pourquoi commercial? Parce que cet acte secondaire-là, effectivement, prend le caractère de l'acte initial ici qui est le commerçant. Est-ce que vous voyez? Le commerçant qui achète un bien ou qui accomplit un acte pour les besoins de son commerce, eh bien, accomplit un acte de commerce par accessoire. Vous voyez? Pourquoi? Ben, simplement parce que cette catégorie est née de la théorie, n'est-ce pas, selon laquelle l'accessoire suit le principal. Hein? Si kena kwenda tambulo na muyibi, nge aussi, nge meku muyibi. Nge metala. L'accessoire suit le principal. Accessoire nenge, kena kwenda tambula na muyibi, ou bien na criminel, assassin. Ngeke tala ngeke edeya na kwenda assassiner babantu no nge aussi ngeme kuma assassin ngeme tala hein? L'accessoire suit le principal. Un commerçant épouse une femme, eh bien l'acte d'épouser la femme qui est un acte civil va devenir commercial. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Un commerçant qui épouse une dame accomplit un acte de commerce par accessoire. Est-ce vrai? Nzaou? Un commerçant qui épouse une dame officiellement, il accomplit un acte de commerce par accessoire, non? Monsieur. Oui? Oui, monsieur. C'est oui. Oui, monsieur. Ah, en principe, non. Parce que, justement, son mariage-là ne profite pas son commerce. Non, ça n'a rien à voir. Ça restera un acte civil. Donc, c'est une façon de dire que tous les actes, effectivement, que les commerçants vont accomplir, les actes civils qu'ils vont accomplir, ne vont pas devenir commerciaux parce que c'est un commerçant qui les a accomplis. Il faut que ces actes-là profitent à son commerce. Hein? S'il achète un terrain et que ce terrain, effectivement, c'est là où il va ériger son siège social ou mettre ses magasins, ça profite donc à son commerce, c'est un acte de commerce par accessoire. Sinon, acheter un terrain est un acte civil. Mais comme ça profite au commerce du commerçant, ça devient maintenant un acte de commerce par accessoire. Vous avez compris? Oui. La boulangerie, mais c'est commercial. Hein? Celui qui exploite une boulangerie, c'est un commerçant. Les boulangers, c'est des commerçants. Hein? C'est des commerçants. Par contre, les médecins qui ont des cabinets privés, des cabinets médicaux privés, est-ce que c'est des commerçants? Non. Non, parce que eux, ils accomplissent des actes civils. Avoir un cabinet médical, même quand c'est privé, c'est personnel, ce n'est pas du commerce. Ça fait partie des professions liées. Très bien.
Un expert comptable n'est pas un commerçant. C'est un professionnel libéral. Un notaire, un avocat, ce n'est pas des commerçants. C'est des professions libérales. Un agriculteur, un éleveur, c'est des commerçants. Même s'ils élèvent des animaux ou des poissons pour les vendre, même s'ils cultivent effectivement des denrées pour les revendre, ce ne sont pas des commerçants. Ils restent agriculteurs, ils accomplissent des actes civils. C'est la loi qui le veut, hein? C'est la loi qui le veut. Enfin, ce que je voudrais insister sur cette catégorie d'actes-là, l'acte de commerce par accessoire, n'oubliez pas qu'au demeurant, il s'agit d'un acte civil, mais qui, parce que accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce, l'acte civil devient commercial. C'est ça qu'on appelle l'acte de commerce par accessoire. Il ne faut pas oublier. Enfin, les actes mixtes. Ah, non. Il y a autre chose. Oui, c'est ça. Les actes de commerce mixtes. Bon, les actes mixtes, en fait, ce sont des actes qui, à la fois, revêtent deux natures. Ils sont civils pour le civil, le non-commerçant, et ils sont commerciaux. Le même acte est commercial pour le commerçant. Est-ce que vous voyez? Vous allez, par exemple, vous n'êtes pas commerçant, vous allez acheter un ordinateur chez Papa Karachi. Pour vous, l'acte d'achat là, hein, est civil. Ce n'est pas un acte commercial pour vous, le civil. Vous n'êtes pas commerçant. Mais pour Papa Karachi, c'est un acte commercial. Est-ce que vous voyez? Donc, un acte peut être à la fois ambivalent, c'est-à-dire être civil et commercial. Civil pour l'un ou l'une, commercial pour l'autre ou les autres. Est-ce que vous voyez? Ben, justement, les actes mixtes, ce sont les actes qui ont deux natures, civile et commerciale, en fonction des personnes qui les accomplissent. Hein? Les actes sauver souris. Quoi que sauver, quoi que souris. Vous avez entendu parler de Papa Isaïe. C'était un pasteur, hein, évangéliste. Hein? Il avait démissionné même de l'église évangélique et il s'est lancé dans son propre ministère. Mais il était très fort. Hein? Moi, j'étais petit, je devais avoir peut-être 13 ans, en tout cas par là, 13 ans, 14 ans par là, Papa Isaïe. On habitait à Brazzaville, à Mukondo. Et donc, lui, à ses débuts, il venait prophétiser là-bas. Hein? Partout à Mukondo, à Potopoto, à Talanga, à Mikalu, partout. Et en tout cas, quand il prophétisait, il guérissait à l'image de Jésus, il guérissait les malades. Quand tu es malade, tu vas là-bas, tu vas prier chez lui, là, tu es guéri. Na Tomasenga, Mulanda Isu, Krutu. Na Tomasenga, Mulanda Isu, Krutu. Krutu. C'était grave. Et les gens guérissaient. Et donc, lui, en tout cas, quand il était dans son élément, croyez-moi, c'était vraiment la joie. Et donc, il disait que Baïna, que va sauver souris. Hein, Baïna, que à la fois Ndoki, à la fois que vous avez semblé na bête, va sauver souris, va chauve souris, quoi qu'on nouni, quoi qu'on poukou. Baïna, Nzambi qui écrasé baou. Nous filons la matière là. Nous avons le fil la matière là. Hein? Va sauver souris. Baïna que vanda, quoi qu'on sauver, quoi qu'on souris. Quoi qu'on sauver, quoi qu'on souris. Donc ça donne sauver souris. C'est beau, hein? Mais il n'est peut-être pas intellectuel, hein? Il n'a jamais fait l'école, ça ne ni lire ni écrire. Mais il était très inspiré. Ah. Alors, donc, je disais donc que les actes mixtes, effectivement, posent un certain nombre de préoccupations. Un acte mixte, par exemple, justement, si cet acte mixte est à la fois
civil pour un civil, commercial pour un commercial, eh bien, ça pose quelques questionnements, ça suscite quelques préoccupations. Mais il est dit que, par exemple, en matière de preuve, nous savons que en matière commerciale, la preuve peut être apportée par tous les moyens. Et comme disait mon prof camerounais, la preuve en matière commerciale peut être apportée par tout moyen. Moyen. Et lui, il ne savait pas dire moyen. Monsieur Ngon, il s'appelait Monsieur Ngon. Donc, la preuve en matière commerciale peut être apportée par tout moyen. Alors qu'en matière civile, eh bien, il y a des canevas prévus par la loi sans lesquels on ne peut pas apporter la preuve. En matière civile, il y a un canevas déterminé par la loi. Vous voulez apporter la preuve d'un acte civil, eh bien, il faut prouver par écrit la preuve littérale. Il faut prouver par écrit. L'écrit peut être authentique ou sous seing privé. Qu'est-ce que c'est que l'écrit? L'écrit est une suite de lettres, de chiffres, de signes ou symboles intelligibles. Voyez-vous? Et donc, en matière civile, pour prouver, je dirais même efficacement, il faut faire apporter une preuve parfaite. C'est vrai qu'on peut apporter aussi des preuves imparfaites, mais à ce moment-là, c'est au juge d'apprécier. Mais lorsque vous voulez faire, en matière civile, faire apporter une preuve, il faut le faire en apportant des preuves parfaites ou des preuves imparfaites. C'est bon? Alors qu'en matière commerciale, on peut faire la preuve par tout moyen. C'est bon? Voilà. Mais en matière commerciale, on peut prouver par tout moyen, ce qui n'est pas le cas en matière civile. Maintenant, de la même manière, si par exemple il y a un contentieux qui oppose un commerçant à un civil, à un non-commerçant, que dit la loi? La loi dit, si c'est le commerçant qui prend l'initiative d'assigner le civil en justice, il doit le faire obligatoirement en saisissant le tribunal de grande instance. Mais ils sont en train de s'amuser. Mais si c'est, s'il vous plaît, si c'est le civil qui assigne, qui prend l'initiative d'assigner le commerçant en justice, eh bien, le civil a une option. Il peut assigner le commerçant devant le tribunal de commerce, qui est propre au commerçant, ou l'assigner devant le tribunal de grande instance. Voilà à peu près ce que nous tenions à dire au cours d'aujourd'hui. On continuera donc lundi prochain, je crois. Lundi, on a cours. Mardi. Bon, dames et messieurs, merci beaucoup. Hein. À nous revoir prochainement. Mais vraiment, il faut relire. Hein. Il faut relire le cours pour ne pas être étranger. Bien sorti. Nicolas, viens. Viens fermer. Bon, maintenant, allez en récréation. Hein. Allez en récréation parce que depuis le matin, vous êtes coincés là. Vous avez... Il n'y a rien à signer. Il n'y a rien à signer. Les autres. Ah. Pourquoi je me dis qu'il est temps? Les pubs des sorcières. Des sorcières. Oui.
était sur le fois de l'épouse. Même là, il y a ça que vous avez un cas pratique. Le problème, c'est quoi? Vous ne lisez pas. Vous lisez le jour où vous avez l'examen. Mais le problème, ce n'est pas les actes. Le problème, c'est de la maîtrise et de la dissertation juridique et des cas pratiques. Hein? C'est ça que je répète à tout le monde. C'est un cas pratique.